Rencontre du Premier ministre avec les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités au Mali. Le but de cette rencontre était de faire le point sur les priorités de la transition. Prendre en compte tous les aspects liés aux ressources humaines des forces armées et de sécurité du Mali, c'est l'objectif du lancement officiel de l'enrôlement des FAMA dans le système de gestion intégré du personnel de la défense. 11 septembre 2001, il y a 20 ans, les États-Unis étaient frappés par les plus grands attentats de leur histoire. En cours d'édition, nous vous proposerons un reportage qui revient sur les circonstances de ces attaques. La culture sera également au rendez-vous dans cette édition. Plus de précisions dans un instant. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rencontré hier les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités au Mali. Le but de cette rencontre était de faire le point sur les priorités de la transition. Les points saillants de cette rencontre au micro de Moussa Tembini. Dans un souci de méthode et d'organisation, il est important de parler d'abord avec mes concitoyens. Il s'agissait pour nous de concevoir avec eux les priorités de la transition, de dégager les lignes de consensus endogènes sur les grands sujets de la nation, avant de les partager avec les amis et partenaires du Mali que vous êtes. La rencontre de cet après-midi, au-delà de magnifier la coopération que le Mali entretient avec chacun de vos pays et organisations, traduit la volonté du gouvernement de consolider et de renforcer nos liens d'amitié et de coopération. Depuis 2012, la mobilisation de la communauté régionale, africaine et internationale au chevet du Mali témoigne d'une coopération internationale active et solidaire. Nous estimons que face aux défis multiples que le Mali se doit de relever et la nécessaire implémentation des axes prioritaires retenus, le pays est appelé à imprimer à sa gouvernance une nouvelle dynamique. Pour ce faire, il serait judicieux de renforcer davantage les choix basés sur le pragmatisme, la démarche participative, sans sous-estimer les contraintes liées à cet exercice périlleux dans une démocratie multipartisane. Le lancement officiel de l'enrôlement du personnel des forces armées maliennes dans le système de gestion intégré du personnel de la défense a eu lieu aujourd'hui au ministère de la Défense. Ce système a pour but de prendre en compte tous les aspects liés aux ressources humaines des forces armées et de sécurité du Mali. Eladj Malik Guitei. Le coup d'envoi de l'enrôlement des forces armées maliennes dans le système de gestion intégré du personnel de la défense SGPD a été donné aujourd'hui. Il s'agit de la numérisation de toutes les données concernant la gestion et l'opérationnalisation des FAMA. Nous inaugurons ici un système complet et ambitieux qui a pour vocation de prendre en compte tous les aspects liés à la gestion des ressources humaines, du recrutement des personnels de la défense à leur séparation du service, en passant par leur gestion en opération, leur santé, leurs affaires judiciaires ou disciplinaires, leur solde, leur pension, ainsi que la messagerie interne aux armées qui leur permettra de communiquer et de collaborer plus efficacement. Cet outil permettra une gestion efficace et efficiente des troupes selon le ministère de la Défense. Cet outil de décision nous permettra un meilleur suivi et une meilleure planification des effectifs par la maîtrise des informations pertinentes relatives aux positions statutaires des militaires, des flux de mobilité, des départs à la retraite, de l'évolution de la masse salariale. Le déploiement de ces systèmes dans les administrations militaires se fera de manière progressive, notamment dans les états-majors, avant les structures régionales et rudimentaires. Pour cela, 10 kits sont déjà prêts pour l'enrôlement qui doit durer 7 mois. Et pour l'enrôlement, les militaires doivent se prémunir d'un certain nombre de pièces. Et la seule pièce obligatoire qui est la carte d'identité, en plus de cette carte d'identité, il y a la carte AMO, il y a le passeport et il y a la carte NINA.
Après l'étape de l'enrôlement, la phase de vérification des données qui doit durer 1 an sera suivie par la direction des ressources humaines de l'armée et d'autres services. Il est à rappeler que le système de gestion intégrée du personnel de la défense SGPD a coûté 283 millions de francs CFA au budget national. Il avait été nommé le 18 février 2021 par décret numéro 2021-0098 PTRM en qualité de premier avocat général à la Cour suprême du Mali. Le magistrat Cheikh Chérif Koné vient d'être démis de ses fonctions. Le décret d'abrogation a été pris le 8 septembre dernier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, Aïssata Traoré et Abdoulaye Koniba Konaté. Cheikh Mohamed Chérif Koné n'est plus le premier avocat général à la Cour suprême du Mali. Nommé pour un mandat de 5 ans, le magistrat a perdu son fauteuil après seulement 6 mois d'activité. Il lui est reproché d'avoir violé son obligation de réserve et s'être manifesté par son opposition aux mesures prises par la Cour. En effet, Cheikh Mohamed Chérif Koné s'était insurgé contre une décision judiciaire suite aux arrestations de l'ancien premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga et de l'ancienne ministre des Finances Mme Boiré Fili Sissoko dans l'affaire de l'avion présidentiel et d'équipement militaire. Le magistrat avait officiellement dénoncé la procédure d'arrestation de ces personnalités à travers une sortie médiatique en accusant le procureur général de la Cour suprême de forfaiture. Cette démarche n'a pas été appréciée par ses collègues de la Cour suprême. Ceux-ci se sont réunis en session extraordinaire le 1er septembre afin de statuer sur son cas. À l'issue de cette réunion, le bureau de la Cour suprême a qualifié les agissements de Cheikh Mohamed Chérif Koné, je cite, de graves fautes professionnelles qui sèment la confusion dans l'opinion concernant la gestion des dossiers devant la Cour suprême, compromettant l'efficacité et l'efficience du travail des membres de la Cour et qui ternissent l'image de l'institution judiciaire en cette période critique de la vie de la nation. Fin de citation. Ils ont ainsi sollicité sa révocation pure et simple. Répondant au syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature qui ont brandi d'éventuelles sanctions disciplinaires en son encontre, l'avocat général a déclaré, je cite, « On peut m'enlever de mon poste, mais on ne peut pas m'empêcher d'être magistrat. » Fin de citation. Sur un tout autre plan, à présent, des terroristes ont neutralisé dans la zone des 3 frontières du 23 au 27 août 2021. Tel est le bilan des opérations conjointes menées pendant cette période. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la force Barkhane datant du 3 septembre. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. Plusieurs terroristes mis hors d'état de nuire. Des armes de guerre, des téléphones, radios, un pick-up saisis. C'est ce que des opérations conjointes des forces armées maliennes et les forces armées nigériennes en collaboration avec Barkhane ont accompli à Bentia, Fafa, dans la forêt de Sorori dans le cercle d'Ansongo et dans la région de Douanza. Ces opérations visaient à déstabiliser les groupes armés terroristes et sécuriser les convois logistiques, mais aussi de rassurer, selon Barkhane, la population après des exactions commises par l'État islamique dans le Grand Sahara. De vastes opérations de fouilles dans les villages de Fafa, Bentia et dans la forêt de Sorori ont été engagées lors de cette descente par la compagnie des forces armées nigériennes et une section des FAMA. Ces missions ont bénéficié d'une douzaine d'appuis aériens, chasse et renseignements guidés par la force Barkhane et par les moyens aériens tactiques avancés GATA des armées partenaires, explique le communiqué de la force Barkhane. Des drones ont assuré plusieurs opérations de protection et de surveillance des convois des FAMA dans la région de Douanza afin de prévenir d'éventuelles embuscades ainsi que dans la zone des 3 frontières. Je vous en parlais tantôt, le 11 septembre 2001, les 2 tours jumelles du World Trade Center étaient frappées par 2 avions kamikazes pris en otage par des terroristes. Des attentats commandités par Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Suivant ce reportage qui retrace les circonstances de ces attaques. Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord dont 5 kamikazes s'encastrent dans la seconde tour jumelle du World Trade Center
événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord dont 5 terroristes s'écrase sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il percute la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 d'UA avec 44 personnes à bord dont 4 membres d'un commando s'écrase dans un champ près de Shanksville en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de l'air reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers, informés par téléphone du drame de New York, se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour nord à 10h05, la tour sud à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et des sauveteurs sont alors ensevelis alors que Manhattan est recouverte par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2977 morts, dont 2753 à New York. Actualité oblige, nous parlons du World Trade Center dans l'infographie du jour. Le World Trade Center de la ville de New York est un complexe composé d'immeubles d'affaires situés dans le quartier de Lower Manhattan aux États-Unis. Conçu par l'architecte Minoru Yamasaki et développé par le Port Authority of New York and New Jersey, il a été inauguré le mercredi 4 avril 1973. Son nom est similaire à ceux d'autres World Trade Center, bien que celui de New York ait atteint une notoriété supérieure. Il signifie centre de commerce mondial ou centre d'affaires international. Marqué par un incendie le 13 février 1975, puis par un attentat à la bombe le 26 février 1993, les tours jumelles ont été intégralement détruites par 2 avions détournés le 11 septembre 2001. Leur position géographique a alors été surnommée Ground Zero, bien que les New-Yorkais préfèrent l'appellation World Trade Center Site. Le site accueille aujourd'hui un mémorial sur l'emplacement des tours détruites et un nouveau complexe dont le One World Trade Center est la plus haute tour. Identifié par ces 2 bâtiments les plus célèbres, les Twin Towers, tours jumelles, il était un symbole de la puissance américaine aux yeux du monde entier et une icône de New York, au même titre que l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. À présent, l'actualité internationale avec Sirin Douba. Au Sénégal, les consommateurs dénoncent une forte inflation des denrées de première nécessité ces dernières semaines, provoquée par une hausse du coût des matières premières liées au contexte de l'épidémie de Covid. Les denrées alimentaires qui sont importantes pour nous, le sucre, le lait, le riz et l'huile sont devenus excessivement chers. On utilise tous les jours ces produits et ils sont inaccessibles. Nous sommes très fatigués. Les femmes au foyer n'en peuvent plus et cette situation est invivable. On parle d'huile et de riz, mais je ne connais pas de produit dont le prix n'a pas augmenté. Même le poisson est introuvable. La situation est vraiment compliquée. Pour tenter de désamorcer la crise, l'État du Sénégal a décidé le 30 août de suspendre la taxe conjoncturelle à l'importation appliquée sur le sucre raffiné importé, et ce jusqu'au 15 octobre. Les autorités ont également revu à la baisse les prix des produits de grande consommation, ce qui n'est pas du coup des commerçants qui disent être pris au dépourvu, sachant que leur stock coûte plus cher que les prix du marché. Les autorités essaient de nous mettre en mal avec la population en médiatisant les prix homologués qu'elles affichent partout. Chaque jour, j'ai des heurts avec des clients parce qu'ils veulent que je respecte les prix. Alors que le stock, je l'ai acheté au moment de l'inflation. Je ne peux pas vendre à perte. En mars 2021, des émeutes provoquées par l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko dans un contexte économique morose lié aux restrictions dues à la Covid ont fait 13 morts du côté des manifestants. L'organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'Union africaine annonce la suspension de la Guinée de toutes ses activités et organes de décision.
Après le coup d'État mené par des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'annonce a été faite via le compte Twitter de l'Union africaine. Je cite, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en accord avec les institutions pertinentes de l'UA, décide de suspendre la République de Guinée de toutes les activités et organes de décision. Demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'entériner le communiqué final de la CEDEAO, également approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. En outre, l'Union africaine appelle le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, à s'engager avec les parties concernées dans la région. Mercredi, la CEDEAO avait annoncé la suspension de la Guinée et l'envoi d'une mission diplomatique dans le pays, mais n'avait prononcé aucune sanction économique. Cette mission, composée des ministres des Affaires étrangères de 4 pays et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, est arrivée vendredi en début d'après-midi dans la capitale guinéenne Conakry. Les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ont annoncé dimanche avoir capturé le chef d'État pour mettre fin au régime d'Alpha Condé. Elles ont ensuite dissous le gouvernement et les institutions et aboli la constitution qu'avait fait adopter Alpha Condé en 2020. Le président Muhammadu Buhari se rend dans le sud-est du Nigeria, région en proie à des tensions séparatistes où les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra Nnamdi Kanu. Monsieur Buhari s'est rendu à Owerri, la capitale de l'État d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. J'ai rencontré le même problème dans le centre du pays pour m'assurer que les infrastructures permettent aux gens de s'occuper de leurs propres affaires. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens? Absolument rien. What can people do? Absolutely nothing. En se rendant à cette partie du Nigeria en proie à l'insécurité depuis des mois, le président Buhari donne un signal fort dans la lutte contre l'insécurité. La sécurité est le numéro 1, je pense, et nous essaierons d'y parvenir. La sécurité et l'économie. Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils s'occupent de leurs propres affaires. When people feel secure, then they mind their own businesses. Il y a 5 mois, des hommes armés ont attaqué la prison d'Owerri, utilisant des explosifs pour libérer des centaines de prisonniers. Il s'agissait de la plus importante attaque orchestrée récemment dans le sud-est du pays, attribuée au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui prône la création d'un État indépendant pour le peuple Igbo. Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, déclare devant le Conseil de sécurité que l'administration talibane n'inclut pas les femmes, les minorités ou les non-talibans lors d'une réunion au cours de laquelle des militantes pour les droits des femmes, dont Malala Yousafzai, mettent en garde contre les dangers qu'encouragent les femmes dans un Afghanistan dirigé par les talibans. Nous sommes confrontés depuis 2 jours à une administration de facto annoncée par les talibans. Ceux qui aspiraient et demandaient instamment l'inclusivité seront déçus. Il n'y a aucune femme dans la liste des noms. Il n'y a pas de membres non talibans, pas de personnalités de l'ancien gouvernement, ni de dirigeants de groupes minoritaires. Selon Malala Yousafzai, les Nations Unies et ses États membres doivent respecter leur engagement et les textes régissant les droits fondamentaux des êtres humains. L'ONU et ses membres doivent se souvenir de leur engagement à protéger la dignité et la valeur de la personne humaine. Nous devons soutenir l'éducation des filles afghanes parce que c'est leur droit fondamental et parce que c'est vital pour un Afghanistan pacifique et stable.
Quant à la militante afghane pour les droits des femmes, elle craint une dégringolade des progrès acquis en matière des droits des femmes. Notre État moderne n'avait que 20 ans, mais nous avions 500 femmes juges et procureurs travaillant dans tout le pays. Nous avions quelques 12 000 femmes dans la police et dans l'armée. Aujourd'hui, elles se cachent toutes, craignant pour leur vie et celle de leur famille. Les droits des femmes afghanes sont menacés depuis la prise du pouvoir par les talibans depuis le 15 août 2021. À quelques jours de l'annonce de la liste du nouveau gouvernement afghan, le flou demeure sur ce que vont devenir les femmes afghanes. Nous plongeons dans l'univers culturel à travers une conférence de presse tenue ce matin par le Super Biton de Ségou, orchestre des années 70 qui a annoncé son retour sur la scène musicale. Ce retour s'effectuera à travers une exposition photo de Françoise Huguier et un concert prévu le vendredi 17 septembre 2021. Plus de détails avec Adama Sanogo et Bakoro Banyari. La dernière prestation de Super Biton de Ségou à l'Institut français du Mali date de 2011. Après une longue pause, ce groupe musical des années 70 à travers une nouvelle génération refait face sur la scène musicale. À l'occasion, une exposition photo sur ce groupe et un concert seront organisés pour le célébrer. Tous les deux événements vont se faire, c'est la photographie, c'est la musique. Donc comme c'est la photo de Super Biton et que c'est un groupe mythique et ils vont revenir bientôt, donc on a profité pour lancer alors les biennales photographiques et aussi les concerts. Ce concert qui aura lieu vendredi 17 septembre 2021 à l'Institut français du Mali sera marqué par des anciennes musiques. Soutien Mama Sissoko. Le déroulement de concert, nous, on nous présente les anciens morceaux de Super Biton que les gens ont oubliés. On veut faire vivre le public, le faire rappeler des anciens morceaux. Aider ce groupe musical est d'ordre très crucial pour l'Institut français du Mali qui ne ménagera aucun effort pour le soutenir. C'est une nécessité dont moi j'ai pris conscience en 2019 grâce à Françoise Huguier. Elle a suivi le groupe pendant des décennies et elle m'a proposé qu'on remonte non seulement un concert mais qu'on travaille sur une remise de leurs pieds à l'étrier. Cette sortie de Super Biton de Ségou coïncide avec l'annonce de leur album en 2 tomes, enrichi avec les instruments traditionnels du Mali. Dans la précédente édition, nous recevions Alioune Ifrandjay, producteur, réalisateur, metteur en scène, comme invité culture du jour. Il est également l'un des promoteurs du complexe culturel Blomba. Voici l'entretien. Et oui, il y a environ 3 mois, on a, pour des questions de plan de financement, on a estimé qu'il est temps que les Maliens interviennent eux-mêmes directement dans le financement de leurs produits culturels, de leurs œuvres culturelles. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons lancé un appel aux Maliens et aux amis du Mali par un processus de financement participatif. Et on a clos le processus. Les fonds sont rentrés. Oui, les Maliens ont répondu largement. On comptait sur 200 Maliens en disant qu'il peut payer une moyenne de 30 000 francs jusqu'à 5-10 millions. Avec une soixantaine, je pense environ 70 Maliens, on a atteint la somme. Le film parle d'un Mali positif, d'un Mali. Généralement, nos productions cinématographiques parlent beaucoup de ce qui ne marche pas. Nous, par le film et par l'histoire fantasque d'une femme qui prend sa retraite, nous abordons les sujets sur les opportunités qu'offre le Mali d'aujourd'hui. Et à partir de ces opportunités, comment on peut s'organiser une vie paisible, harmonieuse. Et c'est de ça que parle le film. Le film aborde le Mali aujourd'hui de façon positive. Une production d'un film, c'est plusieurs étapes. C'est l'écriture, le développement du dialogue et ce qu'on appelle le découpage technique. Tout ce travail est fait. Et on a bouclé le financement et aujourd'hui, nous préparons ce qu'on appelle le tournage. Et cette étape-là, nous allons démarrer ça le 17 octobre.
Donc pendant ce temps... 2021 bien sûr. Oui, 2021 bien sûr. Et ça va prendre à peu près 2 mois de tournage. Donc là actuellement on travaille sur l'identification des décors, c'est-à-dire les lieux de tournage, et leur aménagement et les détails sur les costumes et les détails aussi sur les lumières, la température de couleur que va être l'image, etc., etc. C'est ce travail technique qu'on est en train de faire et qu'on met sous le vocable global de découpage technique. Donc quand cela va finir, on va entamer l'étape du tournage à partir du 17 octobre, c'est notre agenda. Et la sortie est prévue vers le mois de février 2022. Nous aurions souhaité être présents par exemple au FESPACO, mais la production du film a connu quelques péripéties, donc on a dû s'adapter. Et à partir de là, aujourd'hui, Dieu merci, les choses fonctionnent normalement, on est dans une dynamique positive. Et les Go de Bamako, ce projet fait partie d'un projet global, qu'on appelle Nyana Diatama. Nyana Diatama, c'est un programme de diffusion culturelle et de construction citoyenne qui couvre 35 villes. Et il faut aussi qu'on crée du contenu sur ce projet. Et c'est dans la production de ces contenus qu'a émergé le projet Les Go de Bamako. C'est un groupe de girl band, style Les Go de Koteba et Destiny Child. Et c'est ça qu'on crée pour le Mali, qui va être vraiment axé sur la musique urbaine. Parlons sport à présent. Pelé, légende du football mondial, a donné de ses nouvelles après avoir été opéré d'une tumeur suspecte au côlon. Selon ses médecins, il récupère bien. Amadou Tolo revient sur cette déclaration. La légende du football brésilien Pelé, 80 ans, a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur suspecte au côlon réalisée samedi à Sao Paulo. Je récupère bien, a déclaré l'ancienne légende du football. Le dernier bulletin médical de l'ancien joueur précisait qu'il se portait bien et qu'il se trouve dans une unité de soins intensifs après cette opération. L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs. Une tumeur découverte en août. La tumeur découverte durant des examens de routine avait expliqué lundi l'hôpital où le roi Pelé se trouve depuis le 31 août. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années avec plusieurs hospitalisations. Le Brésilien est l'un des derniers monstres sacrés du football après les décès de Johan Cruyff en 2016 et surtout de Diego Armando Maradona en décembre dernier. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. La première d'entre elles a seulement 17 ans en Suède. Tout au long de son incroyable carrière, il a inscrit 1281 buts en 1363 matchs sous le maillot des Santos, entre 1956 jusqu'à 1974. Son club au Brésil, de la Seleção et du Cosmos New York aux États-Unis entre 1975 et 1977. Prompt rétablissement pour le roi Pelé. Voilà qui met fin à cette édition, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation ainsi qu'à celle de la rédaction. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.